de cette tragédie, vous avez aussi fait un combat, puisque vous vous êtes engagé de toutes vos forces dans la lutte contre l'alcool au volant. Il y avait chez vous cette volonté de faire en sorte que ce drame puisse servir. Oui, alors, d'abord, il faut préciser que ce n'est pas mon fils qui conduisait, c'est pas lui qui conduisait. Première chose. Après, c'est-à-dire que tous les gens à qui il arrive ce genre de catastrophe, curieusement, l'être humain est ainsi fait qu'on a envie de faire quelque chose pour les autres. On a envie d'avoir, comme on appelle, des gestes citoyens ou de voir ce qu'on peut faire. Dans évidemment la douleur, etc. Mais on a envie de... Et comme je suis un homme d'image et tout, j'avais peut-être une responsabilité un peu supplémentaire. Donc j'ai essayé de créer une association qui traite par les images du problème d'alcool chez les jeunes conducteurs, puisque c'est ça dont il s'agissait, et que c'est la première cause de mortalité chez les jeunes gens entre 18 et 24 ans. Donc j'ai fait moi-même des films, et j'ai demandé aussi à des grandes signatures du cinéma comme Guillaume Canet, ou Nakache et Tolène Lado, et bientôt Alexandre Astier, de faire des petits films courts qui soient des petites œuvres cinématographiques, qui sortent de l'institutionnel, qui ne soient pas comme des messages de la prévention routière, qui sont bien d'ailleurs bien faits, mais là, il est plus dans la créativité, dans le cinéma, dans des petites œuvres cinématographiques, quoi. Donc ça a passé, Guillaume Canet a fait un film superbe, Nakache et Toledano aussi, et le mien aussi, c'était pas mal. Et voilà, donc alors on ne peut pas mesurer l'impact que ça a eu, ça passait dans les grands médias, chez Gaumont, chez UGC, mais aussi aux heures de prime time sur les chaînes de télé. Donc les spécialistes, sans pouvoir le mesurer vraiment, estiment que ça a dû sauver plusieurs vies. Voilà. C'est pas ça. À la fin du livre, vous avez proposé 3 chapitres sur également la vie que tu n'as pas eue, en vous adressant de nouveau à votre fils. 3 chapitres très émouvants. Qu'est-ce qui a motivé cette démarche? Là aussi, c'est très fluide, très écrit. On rejoint le film, c'est-à-dire que moi, Stéphane Brisé m'avait soufflé un truc pour faire le petit film. Il m'a dit si tu faisais qu'on voit des jeunes gens faire la bringue, faire une fête ou réussir à l'examen, boire des coups pour fêter ça, etc. Les jeunes gens de différentes situations sociales, et puis sortir de l'endroit, ayant un peu bu, et après se scratcher. Et pendant il y avait une voix off que je faisais où on énumérait sa vie, ce qu'elle a été sa vie. Les femmes qu'il a aimées, la femme qu'il a aimée, ses enfants, sa carrière, sa maison, où ça se passe, etc. Au moment où on le voit sortir de la boîte ou l'endroit, il y a une musique de Motorhead qui passe et la voix dit « Tout ça n'aura jamais lieu ». Puisque dans un quart d'heure, il va passer sous un camion, se scratcher sur, etc. Voilà. C'est ça le point de départ. Donc, j'ai pensé à tout ça, mais sauf que c'était une écriture joyeuse, c'était pas tout douloureux. Comme on peut voir, j'ai imaginé la vie qu'aurait eu mon fils entre 20 et 36 ans, l'âge qu'il aurait maintenant, ce qui s'est passé dans sa vie. Ce qu'il est devenu, ce qu'il a fait, qui il a aimé, est-ce qu'il a des enfants, etc. Donc je raconte, c'est complètement inventé, hein, c'est un roman. Voilà. Mais c'était pas douloureux, c'était même assez joyeux, et c'est assez rigolo d'ailleurs, même si c'est émouvant, enfin, ça, c'est pas un sujet, mais voilà. Alors revenons un petit peu au théâtre. Alors le théâtre pour vous, c'est sans doute une partie la plus importante de votre vie, peut-être de votre carrière également. Et puis il y a eu quelques petits ratages pour lesquels là vous vous excusez de manière totale.
Et je pense notamment à ce moment qui a valu une grosse gêne à Mathilde Amet. Et là, c'est page 191, hein, on va presque à la fin du livre. Nantes, Mathilde Amet, pause fatale, ça s'appelle. Nantes, février 1995, c'est la tournée du retour de Pinker. Gros succès à Paris, grosse tournée, grosse distribution. Je suis entouré de Jean-Pierre Mariel, François Berléand, Guillaume Depardieu et Roger Dumas. Mathilde Amet remplace Marie Trintignant, qui avait fait la création au théâtre de l'Atelier, devait faire face à d'autres engagements. C'est la première expérience au théâtre de Mathilda, elle est donc débutante, encore fragile et hésitante. Après l'entame du spectacle, je sors de scène et la laisse sur le plateau. Elle a une scène avec Guillaume Depardieu. Ensuite, elle donne un monologue relativement long. J'ai une petite quinzaine de minutes devant moi. Je compte 12 par précaution. Cette histoire de lunettes me tracasse. J'espère les avoir oubliées tout simplement dans ma loge. Il faut vérifier. Le théâtre est grand. La zone des loges est au bout de 2 longs couloirs qu'on atteint après avoir grimpé 3 escaliers industriels assez coriaces à utiliser. J'ouvre le deuxième tiroir de ma loge où je repère immédiatement l'étui à lunettes. Ouf, soulagement. Au moment de sortir de la loge, j'avise un journal posé sur une chaise dans un coin. Tiens, je ne l'avais pas vu tout à l'heure. C'est le Canard enchaîné de la semaine précédente. La une m'intéresse et je jette un œil sur l'article qui s'y rattache. J'écoute le retour. L'enceinte est de qualité. Je perçois distinctement le déroulé de la pièce. Vous savez, dans les haut-parleurs, on vérifie. Le déroulé de la pièce. J'ai encore un peu de temps. Mathilda n'a pas encore amorcé son monologue. Je m'assieds sur le canapé, je parcours l'article. Au moment de refermer le journal, je repère à la page culture la critique d'un de mes films qui va bientôt passer à la télévision. Je parcours vite la chronique. Le journaliste me cite sans plus. Je décide de relire plus attentivement. 2-3 choses m'ont échappé. Je m'allonge plus confortablement. Je remarque alors que le retour s'est tu. Provenant de l'enceinte, un silence impressionnant règne maintenant dans la pièce. Tiens, le haut-parleur est tombé en panne, et sans trop y croire, penser. Je prends conscience alors que j'ai relu l'article pour la 3e fois, en même temps qu'une sueur froide ou tiède, peu importe, s'active dans le bas de mon dos et qu'une rigidité quasi cadavérique me fige au fond du canapé. Il y a 2 raisons à cela. D'abord, la recherche désespérée de l'écoute d'un son, d'un craquement, d'un soupir qui pourrait m'éclairer sur l'état des lieux. Ensuite, la peur panique de ce que je perçois comme étant probablement la vérité et qui me paraplégite. J'entends alors dans le couloir un pas tranquille qui me rassure. Si j'ai raté mon entrée et laissé Mathilda qui débute au théâtre à la dérive, une course effrénée, des appels, des cris « Patrick, Patrick !» auraient été perçus, mais ce pas nonchalant qui se rapproche a malgré tout du mal à me tranquilliser totalement. On frappe à la porte, entrée, le type, très cool, infernalement poli, ne voulant surtout pas manquer d'égard à Patrick Chenet, dit d'une voix douce et traînante « Ah, monsieur Chenet, vous êtes là ? Excusez-moi de vous déranger, mais vous êtes attendu sur le plateau. » Woody Woodpecker, plus Speedy Gonzalez, plus Bip Bip au milieu de leur forme, donne une petite idée de la course folle, furieuse que j'engageais à travers les longs couloirs et les escaliers industriels dangereux et dérapants, au bout desquels j'aperçus en trombe les visages grimaçants, paniqués, outrés et accusateurs de Mariel, puis Berléand, et enfin Depardieu Guillaume, avant de pénétrer, époumonné et ananan sur le décor où m'attendait au bord des larmes Mathilda, à la limite de défaillir, qui avait tenté de sortir de scène et que mes camarades, sans compassion, avaient renvoyé en lui disant « improvise ». Ce qu'elle avait essayé de faire sans y être parvenue. J'envoyais des fleurs le lendemain. Est-ce que vous savez si Mathilde Amet a lu cette émission? Elle a eu un retour? Non, elle n'a pas lu à mon avis. Envoyez-moi. Elle va lire. Alors il y a beaucoup de moments drôles aussi dans ce livre comme celui-là, et je pense à une autre séquence qu'on aurait pu presque appeler le bêtisier de Patrick Chenet.
quand vous êtes dans les loges du tournage, dans les coulisses du tournage pour le pire et pour le meilleur, avec Jack Nicholson. Oui. Et ça, c'est quand même assez spécial, puisque, bon, peut-être que vous le racontez. Oui, je le racontais en vous, parce que sinon... non, simplement, on était invité par les Oscars, par l'Académie des Oscars. On était toute une petite équipe marquée par Toscan du Plantier pour représenter le 5e anniversaire du Festival de Cannes. Et on avait un dîner avec les grands patrons de la Fox, qui était à l'époque la plus grande production mondiale, donc américaine et mondiale. Et j'avais sympathisé avec le numéro 2 de la Fox qui m'envoie avec sa petite voiture de golfeur visiter tous les studios, les grands studios hollywoodiens. Et on arrive, il me dit, tiens, je vais vous faire voir. Il y a Nicholson qui tourne avec Emily Hunt, je crois, oui. Voilà, bon, je m'emmène. À l'époque, il y avait le metteur en scène qui était assez loin du plateau. Il y avait le début du combo, c'est-à-dire je voyais le metteur en scène se marrer devant le combo. Bon, et mon copain producteur de la Fox me rapproche du plateau avec Nicholson en me disant qu'il avait beaucoup de mal avec cette scène, Jack Nicholson. C'était un plan séquence, c'est-à-dire on ne coupait pas, il n'y avait pas de montage, c'était un plan. Donc il y avait un problème de mémoire, de place, de tout ça, et c'était assez compliqué, ça durait plusieurs minutes. Et qu'ils ne s'en sortaient pas, mais que là ça avait l'air d'aller, ils étaient presque arrivés au bout, et que, ouf, enfin, il y est quasiment arrivé. C'est à ce moment-là que je m'en mêle, comme vous en doutez. C'est-à-dire qu'il me rapproche du plateau, et j'avais Jack Nicholson de dos, et qui se retourne vers sa partenaire qui est dans le même axe que moi, et je vois absolument le sourire carnassier de Jack Nicholson avec ses yeux exorbités, ses cheveux comme ça. Et je ne sais pas ce qu'il m'a pris, j'ai éclaté de rire. Et à ce moment-là, j'entends dans le retour, j'entends « Cut !» Et Jack Nicholson qui était à 3 secondes de terminer la séquence, mais comme c'est un plan séquence, on ne peut pas faire de montage. Il s'arrête, me regarde, à la limite de pleurer. Il y avait dans son regard un mélange de haine, de désespoir, d'incompréhension totale, et ne me dites pas que je suis en train de vivre ce que je suis en train de vivre. C'est là où je me suis fendu dans I am sorry, dans un silence de mort. Et vous écrivez, mon I am sorry s'écrasa comme une bouse dans un silence effrayant. Et en plus, il a peut-être compris à votre accent que vous étiez français. Ça n'a pas suffi. Un livre donc très riche, hein, vous adressez vos excuses à votre carrière, à Marcel Aimé, à Naomi Watts, au Petit Matin, à La Vie, aux marxistes-léninistes aussi. À vous-même, vous l'avez dit, à Josiane, votre épouse depuis 30 ans. Pour finir, avant peut-être que vous puissiez poser 2 questions, cher public, au Covid-19 aussi, mais au Covid-19, canal historique. Oui, oui, c'est-à-dire que oui, j'ai chopé le Covid dans les premiers mois de mars 2020, donc, à l'époque où on ne savait pas trop comment faire. Voilà, donc je raconte ça, et que c'est vrai que j'ai eu 2 fois le Covid, la deuxième fois c'était un gros rhume, mais la première fois c'était du lourd. Ouais. Voilà, ça durait 3 semaines, 1 mois. Tout va bien, mais oui, enfin, je ne sais pas comment. Non, il faut lire les trucs. Exactement, il faudra le lire. Mais en le lisant, on savoure à quel point il est agréable d'en être sorti, en tout cas, apparemment. Merci beaucoup, Patrick Chenet. Merci à vous. Merci. Alors, on va prendre 1 ou 2 questions, puisque le temps risque de presser. Oui, madame ?
l'histoire et l'expérience de la vie, finalement, peu importe la méthode qu'ils avaient à l'époque, technique, après, ils jouent finalement la vie qu'ils voient. Oui, non, non, c'est pas du tout artificiel, c'est même le contraire. C'est débarrasser de tous les artifices du jeu, d'aller au fond de ce qu'est le réalisme et la vraie vie. C'est les méthodes de Stanislavski, l'acteur studio, justement, qui prenait ça. Et c'est. L'acteur studio, c'est pas une technique, c'est un. Comment dire, c'est un état d'esprit, c'est une humeur, c'est presque une idéologie, c'est une façon de. C'est son rapport au monde qui fait qu'on joue comme ça, quoi. Et c'est une méthode, enfin moi c'est un peu mon exemple, enfin mon exemple. Oui, c'est un peu, j'aime bien ce que propose l'acteur studio comme façon de jouer. Alors, je ne sais pas si c'est une technique, enfin c'est une façon de jouer. Une dernière question. Ou une avant-dernière peut-être. Après j'avais 203. Donc... Ah, est-ce que vous avez retrouvé la citation de Nietzsche? Ah, oui, merci de me poser la question. Je vais réfléchir, on se donne rendez-vous demain à la même heure. C'est une excellente question. C'était en fait, je me suis trompé. Miles Davis disait, faut se méfier des idées. En art, aussi. Et Nietzsche disait, une idée est une pensée morte. C'est pas mal. Réfléchissez, moi je suis... Vous avez un 2 heures. Alors en effet, on va prendre une dernière question. Une question s'il vous plaît. Oui. Vous êtes un acteur connu, reconnu, apprécié. Moi j'apprécie. Et je voulais vous demander, qu'est-ce que vous attendiez en fait de cet exercice nouveau pour vous de l'écriture? Est-ce que c'est un nombre de bouquins achetés? Est-ce que c'est un exutoire pour vous? Enfin, voilà, c'était ma question. Et c'est une bonne question auquel j'ai avoir du mal à répondre. Moi, je vais essayer. Au départ, c'est pas moi qui ai. Simplement, c'est les éditeurs qui sont venus vers moi, de plusieurs maisons d'édition. Au départ, j'étais sceptique. Et puis, j'ai trouvé. J'ai trouvé une certaine facilité. Je suis obligé d'appeler ça comme ça. Donc un certain plaisir, avant correction, avant passage. Et parfois je me disais, si moi j'ai du plaisir, pas toujours, mais par moments, quand j'arrivais à faire quelque chose qui me semblait bon, j'avais du plaisir, et je me suis dit, si moi j'ai du plaisir, ceux qui vont venir vont en avoir aussi. C'est aussi mon expérience d'acteur qui fait que quand on a du plaisir sur le plateau, je sais que les gens à la salle qui vous regardent vont en avoir, donc c'est un partage. Et voilà, et il m'arrivait d'avoir du plaisir en écrivant. Voilà, c'est comme ça. J'écris sur des cahiers au stylo. Après, je dicte à ma femme qui est son ordinateur. Il me dit non, ça, tu l'as déjà dit. Je dis, ah bon, très bien, alors voilà. Alors, précisons juste que ce n'est pas un exercice nouveau pour vous, l'écriture, puisque, en tout cas, en ce qui concerne oui, c'est le troisième livre. Voilà, c'est votre troisième livre. Le premier en 2008, il est où Ferdinand, au journal d'un père orphelin. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le premier, c'était sur la mort de mon fils. Donc c'est l'éditeur qui est venu vers moi. Et au départ, j'ai senti un coup de librairie, quelque chose qui... Et il a su quand même essayer, mais vous n'êtes pas obligé. J'ai commencé à écrire. J'ai commencé, je trouvais que ça me faisait pas du bien à moi particulièrement, mais c'est une façon de parler de mon fils et de lui donner une seconde vie. Que le public le connaisse, etc. Voilà, donc je me suis dit oui, que je vais le faire. Et ça a commencé comme ça. Merci beaucoup Patrick, merci pour cet échange, merci à vous pour votre écoute.